Il fait 73 km de long, près de 600 km² de surface et contient près de 90 milliards, j'ai bien dit milliards de mètres cubes d'eau. Ces caractéristiques impressionnantes sont celles du plus grand lac d'Europe occidentale, le lac Léman, une réserve d'eau profonde de près de 310 mètres en son point le plus bas, qui fascine l'homme depuis toujours. Il était donc logique que la célèbre revue trimestrielle L'Alpe lui consacre un jour un dossier spécial. C'est le cas dans ce numéro 72 que vient nous présenter son rédacteur en chef Pascal Cobert, mais aussi Lionel Gauthier, qui est le conservateur du musée du Léman. Bonjour messieurs, merci de nous avoir rejoints. Je l'ai entre les mains, ce tout nouveau numéro de l'Alpe qui est toujours très attendu avec cette belle image et un titre, Lac Léman, petite mer des Alpes. Pascal Cobert, qu'est-ce qui fait que cette réserve d'eau est peut-être davantage une mer plutôt qu'un lac, même si son eau n'est pas salée d'ailleurs? En réalité, il y a un petit paradoxe, c'est que le rédacteur en chef de l'Alpe est aussi un passionné de mer. Donc évidemment, s'intéresser à ce grand lac, au plus grand lac des Alpes, c'était une vocation naturelle de cette revue. Donc c'est complètement égoïste. Absolument. Du reste, cette revue est née aussi d'une autre revue française qui s'appelle Le Chasse-Marée, qui est consacrée à l'ethnologie maritime. Donc c'est pas sans lien tout ça. On connaît ses origines à ce lac? Un lac glaciaire, évidemment, alimenté par le Rhône. Avec que d'eau, évidemment. Alors c'est un lac qui a très vite intéressé les hommes, et pas seulement parce qu'il constituait une réserve d'eau, c'est parce qu'il exerce une attirance, il y a quelque chose de magique. Alors, il y a forcément quelque chose de magique, et on s'en aperçoit encore aujourd'hui lorsqu'on se promène autour du lac Léman, et qu'on prend notamment le train qui va de Genève jusqu'à Montreux, par exemple. Et puis, forcément, une réserve de nourriture aussi, un endroit de passage, un endroit de transit où on peut faire circuler les marchandises. Donc, plein de raisons pour s'installer au bord de ce lac, bien sûr. Effectivement, ils s'y sont installés, les humains, autour de ce lac. C'est une matière à fantasmes et à rêves qui a beaucoup inspiré les artistes, et ça, dès la fin du 19e siècle. Avec les peintres notamment. Oui, tous les artistes se sont intéressés à ce lac jusqu'à s'y installer parfois au bord du lac pour la valeur du lac et de ce paysage. Courbet s'y est installé ou pas? Lionel? Courbet s'y est installé effectivement quand il était en exil. Il y a fait de nombreux tableaux très célèbres, mais la fascination des artistes remonte à bien plus loin, puisque Conrad Vince est le premier peintre qui a fait un paysage réaliste dans l'histoire de l'art, et c'était le lac Léman. Alors, il y a beaucoup de premières pour cela que vous verrez dans quelques instants. Le Léman qui a son musée, effectivement, et son directeur qui est sur notre plateau. Musée récent, il a été créé en 1954. Il est installé à Nyon. Alors moi qui connais mal la Suisse, j'ai regardé sur la carte, c'est une vingtaine de kilomètres au nord de Genève, donc c'est pas très loin de chez nous, vous pouvez vous y rendre. Sa vocation, Lionel Gauthier, c'est de collectionner les richesses du lac. Mais je crois que la notion de richesse est pas tout à fait la même en France et en Suisse. Il y a une différence. Alors, en tout cas, pour les richesses que nous conservons au musée du Léman, c'est effectivement une richesse pas pécuniaire. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse à tout ce qui permet de documenter les usages du lac, tant naturels que culturels. Et ça va effectivement d'une petite boule à neige qu'on achète à 5 € dans un étal de marchand, jusqu'à une toile de maître qui peut valoir des millions. Bon, celles-là, on les a pas, mais on s'y intéresse quand même. Vous les aurez peut-être un jour, en fait, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Peut-être que je lance un appel ici, puis qu'un riche collectionneur qui ne sait pas quoi en faire peut nous apporter. Mais il y en a, puis il y a de plus en plus de riches, donc il y a forcément des gens qui pourraient vous offrir un tableau, et l'appel est lancé. Quels sont vos trésors dans ce musée? Parce que c'est que dans l'Alpe, on découvre des choses curieuses. Il y a un filet à plancton, il y a, effectivement, vous l'avez cité, la boule à neige, un brochet qui est naturalisé dans une boîte. C'est vrai que c'est surprenant. Alors ça, ce sont des trésors insolites. L'idée de cet article était de raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que les collections de ce musée, qui sont tellement hétérogènes, tellement diversifiées, tellement plurielles, que j'ai pris un petit peu des objets comme ça un peu surprenants. Mais sinon, on a effectivement quand même quelques trésors, comme une pirogue qui a plus de 4000 ans, des choses comme ça qui ont quand même une valeur plus importante. Mais là, je voulais, pour cet article-là, partir de petites choses anecdotiques qui montrent aussi qu'est-ce que c'est qu'un musée qui documente un lac. Et chaque objet a son histoire. Le brochet dans sa boîte, il sort d'où? Alors le brochet dans sa boîte, c'est vraiment un travail d'enquête, parce que il a été acheté dans les années 80, je crois. Et puis, on n'avait pas de traces dans les archives du musée d'où il venait, donc il a fallu que je recherche. Et puis, en demandant aux collègues des autres musées d'histoire naturelle, est-ce qu'ils connaissent ce genre de choses? Et puis en fait, non, parce que c'est un type d'objet qui n'intéresse pas les scientifiques, puisqu'on est vraiment dans la décoration. Donc il a fallu continuer l'enquête, et puis j'ai fini par trouver une collection en Angleterre d'un monsieur qui collectionne ce genre d'objets. Puis du coup, j'ai pu
retrouver l'entreprise qui faisait ça au 19e siècle. Effectivement, la grande histoire avec un grand H, c'est aussi ces petites histoires, ces anecdotes, ces objets qui inspirent pas forcément les collectionneurs, mais en tout cas qui en ont inspiré certains, puisque vous venez de nous le dire. Il y a aussi des œuvres d'artistes Tout à fait. dans ce musée. Votre pépite, ça serait quoi, s'il fallait en désigner une? Alors les pépites en termes d'histoire de l'art sont difficiles à nommer, puisqu'effectivement, voilà, on n'a pas les œuvres majeures qui parlent du Léman. Évidemment, les œuvres majeures, c'est Courbet, c'est Turner, c'est Vallotton, Hodler, etc. Évidemment, malheureusement, étant un petit musée, on n'a pas ce genre de trésor. Alors, petit musée, ça ne va pas durer, parce que je crois que vous allez quadrupler votre surface dans les prochaines années. Il faut s'attendre à quoi dans les années qui viennent avec ce musée Alors, du il Léman? faut s'attendre à une révolution. Carrément. Voilà, parce qu'on est effectivement dans une très vieille maison qui date du XVIIe siècle, qui est extrêmement contraignante en termes d'exposition, notamment pour des questions de température, des questions de lumière, des questions de murs qu'on ne peut pas déplacer. Et puis, donc là, on a un grand projet de garder la maison existante, mais de l'entourer d'un bâtiment moderne qui nous permettra d'avoir les conditions modernes d'un musée d'aujourd'hui, et puis aussi de présenter une partie importante de nos collections, à savoir notre collection de bateaux, puisqu'on a plus de 50 bateaux dans nos collections et qu'actuellement on ne peut pas présenter. Ouais. On verra peut-être un Turner, un Courbet, qui sait? Alors peut-être que ça fera venir des œuvres de ce calibre, et je le souhaite, et ce serait magnifique. Mais Serge Cobert, on disait tout à l'heure, le Léman, et on le dit encore, a beaucoup inspiré les artistes, et notamment dès la fin du 19e siècle, les cinéastes. Et c'est vrai que se sont tournés pas mal de films autour du Léman, parce qu'effectivement, c'est un cadre unique. Eh bien oui, le cadre est effectivement unique, et puis surtout, on a unique grand connaisseur de ce secteur, Didier Zuchua. Cobert, je vous ai appelé Serge. Hein il y en a un autre qui a il y a plusieurs personnes en vous, on le sait. Une sorte d'homonymie. Didier Zuchua, donc, qui nous a préparé cet article, est un énorme connaisseur du cinéma, qui a lui-même d'ailleurs un cinéma à Genève, et il nous a déniché des trésors pour ce portfolio que nous avons consacré au Léman dans le cinéma, où on retrouve aussi bien les frères Lumière que Mathilde Amet, Max Linder, bien sûr. Ouais, Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Cocteau, Les Plus Grands, alors, L'Éternel Retour, Louis Malle aussi, Oui. le film Vie Privée, et Capucine. Godard aussi a beaucoup tourné autour du Léman. Plusieurs films d'ailleurs, Godard. C'est que l'eau est très présente de toute façon dans son œuvre. Oui. Et puis il habite au bord du Léman, donc... Voilà. Alors justement, il y a beaucoup d'artistes qui, même s'ils n'ont pas tourné sur le Léman, autour du Léman, sont venus vivre. Alors c'est pas parce que la Suisse offre des avantages fiscaux, pas uniquement, j'imagine. Alors oui, il faudrait leur demander. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de célébrités qui disent qu'en Suisse, on les laisse tranquilles. Et qu'effectivement... Sur tous les plans. Voilà. Non, mais aussi dans l'espace public, en fait. Les Suisses vont peu vers les célébrités, ce qui est souvent oui, moins une le grande cas. discrétion. Voilà, exactement. Et donc, je crois qu'ils apprécient beaucoup ça. Puis effectivement, la région est très calme. Et puis, ils ont tous de magnifiques propriétés au bord de l'eau. Les rivages sont pratiquement tous privatisés, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de lacs en Europe, malheureusement pour nous. C'était quelques noms de grandes personnalités qui sont venues s'installer auprès du Léman. Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, qui n'est plus parmi nous, Yul Brynner non plus, Richard Burton, James Mason, ils ont malheureusement tous disparu. Il y a des stars actuelles peut-être. On a Michael Schumacher, on a d'autres champions de Formule 1, Alain Prost par exemple, tous les tennisman français évidemment. Voilà, que des gens pauvres. David Bowie aussi. David Bowie, Freddie Mercury et tant d'autres. Donc il a suscité, ce lac, aussi beaucoup de créativité. Là, il y a un dossier moi, qui a bien attiré mon œil sur les inventeurs un petit peu fous. Pascal Cobert, c'est qu'il s'est créé des choses complètement farfelues. Les engins les plus fous. En fait, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que ce lac est un terreau pour les grands navigateurs. Hein. Beaucoup de grands navigateurs sur les courses autour du monde sont partis du lac Léman. Et effectivement, le lac Léman a suscité tout un tas d'engins plus improbables les uns que les autres. Regardez ce bateau là qui était mu par des chevaux. Voilà, un bateau qui est mu par des chevaux, qui faisait tourner la roue à houble. Les chevaux étaient dans le bateau, évidemment. Les Picards ont inventé un sous-marin touristique qui permettait à des visiteurs d'aller visiter les fonds du Léman. Alors, évidemment, les fonds du Léman disait que ça a été pas... le premier sous-marin touristique.
Le premier sous-marin touristique du monde, effectivement, construit pour l'exposition nationale suisse de 1964. Ouais. Et voilà, c'est vraiment surprenant de penser qu'on a créé un sous-marin touristique pour un endroit où on ne voit pas grand-chose, parce qu'effectivement, c'est pas la mer des Caraïbes, quoi. Quand on... Mais bon, c'est pour le principe, on peut dire, je suis allé sous le Léman. Et puis alors, un truc complètement surprenant, c'est qu'il y a eu des tsunamis sur le Léman. Comment est-ce qu'on a retrouvé ça? Comment est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Alors ça, c'est une longue enquête d'une scientifique helvétique qui a fait des carottages dans le fond du lac Léman. Ouais. Carottage, c'est-à-dire qu'on va chercher on est allé chercher des bouts de terre au fond du ouais. lac Léman et qui, en analysant ces bouts de terre, s'est aperçu qu'il y avait des couches, etc. Enfin là, moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas vous dire exactement quelle est la nature du travail, mais elle s'est aperçue qu'effectivement, il y a une couche de terre qui correspond à un éboulement qui s'était déroulé très en amont, pratiquement à l'entrée du lac côté Rhône, et qui s'était déroulé, alors je ne me souviens plus des dates exactes, mais... 500 après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Voilà, oui, et qui a provoqué quand même des vagues de 4, 5, 6, 10 mètres de haut. Le dernier au 6e siècle d'ailleurs, oui. mais sûr, je crois qu'on ne connaît pas tellement sa cause. Mais effectivement, de gros éboulements, donc ça déplace des masses d'eau énormes. Des quantités énormes d'eau, effectivement, ça, on imagine causer des dégâts. Voilà. On apprend plein de choses. Je pensais aux inventions, est-ce qu'on va les voir dans votre musée? Parce que vous me disiez que vous aviez une collection de bateaux. Alors, pour l'instant, on voit la nautillette, donc c'est une sorte de pédalo, un vélo sur des flotteurs, ça on peut le voir déjà. On a les maquettes des sous-marins des Picards, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. Et puis, on a aussi la maquette du fameux bateau-manège où tournent les chevaux. Et puis, sinon, la plupart, c'est quand même des inventions extrêmement grandes, et donc je suis pas sûr qu'on... On l'a compris, c'est pour l'avenir. Voilà. Vous avez rapporté beaucoup d'argent. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler avec passion du lac Léman. C'est vrai qu'il y a plein de choses. Alors, on n'a cité que quelques exemples de ce gros dossier donc, qui est consacré par le numéro 72 de l'Alpe. Il est en vente en ce moment. Et comme toujours, c'est passionnant. Merci infiniment.